Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Mesdames et messieurs, bonjour. Ayez toujours le courage de persévérer, d'aller décrocher ce succès, de vous battre pour ce qui vous semble tout simplement juste. Un plaisir de vous retrouver encore pour 52 minutes de discussion avec mes chroniqueurs du jour. Nous parlons de technologie, référence, agriculture et bien d'autres. Installons-nous d'abord. Ariane Da Silva, bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour mesdames et messieurs. Comment tu vas pour moi seule? Je vais bien et toi-même? Ça va? Et pour les téléspectateurs, comme tu vas bien pour moi? Je vais bien pour les téléspectateurs également. D'accord, ça fait plaisir de le savoir, un plaisir de t'avoir avec moi sur ce plateau. Et en face de toi, notre premier invité du jour, qui, je le notifie en même temps, si son agenda le permet bien sûr, va nous accompagner sur ce plateau, son expérience à travers son expérience dans divers domaines. Monsieur Claude Azaloutimbe, bonjour. Bonjour Rebecca. On ne vous présente plus sur les antennes de l'ORTB. En tout cas, vous êtes chercheur, agronome, biotechnologiste, socio-anthropologue. Entre autres, oui. D'abord, bonjour. Et je parle politique également. Donc vous êtes Bon, pluridimensionnel, vous faites tout, quoi. Pluridisciplinaire et pluricompétence. Bonjour Ariane, bonjour à tous nos très chers téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Je pense que c'est d'abord la passion des études et la passion de se donner à beaucoup de domaines qui sont très importants aujourd'hui pour le développement en réalité de notre cité. Tout à fait, ça motive, je suis sûre, les jeunes qui vous entourent. On se dit que c'est possible de faire plusieurs choses à la fois. Et je le disais d'ailleurs dans mon introduction, il ne faut pas être découragé quand on veut décrocher le succès, quel que soit le domaine. Vous confirmez ? Ah oui, je confirme, tout à fait. C'est d'abord une question de planification, c'est une question de méthode. Il faut savoir s'organiser, établir un chronogramme pour pouvoir faire les choses, faire les théories, apprendre les théories et pratiquer. Et donc, avec une belle organisation, on arrive toujours à atteindre ces objectifs. Surtout qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde très compétitif et il faut réellement se valoriser et se mettre à un niveau où on se dit qu'on doit être plus fort que les autres qui ont les mêmes profils que nous. Tout à fait, un monde compétitif, oui, surtout à cause des nouvelles technologies. Et justement, parlons de technologie dans e-tech. Cette semaine, nous revenons sur le salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle SENIA 2022. La première édition s'est achevée le samedi 9 juillet dernier. Après 3 jours de discussion, de panels autour de sujets spécifiques ayant trait à l'innovation, mais surtout à l'intelligence artificielle. Je vous propose de revivre à travers ce reportage les moments clés de la première édition. Une salle pleine à craquer, pas pour un show artistique, mais pour la découverte de l'écosystème numérique béninois à travers le salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle SENIA. Un salon multisectoriel d'envergure internationale dédié à tous les acteurs nationaux, sous-régionaux et internationaux des TIC, des données, de l'entrepreneuriat et de l'intelligence artificielle. Ce salon, qui s'ouvre 2 mois après l'atelier technique et participatif de présentation du projet de stratégie nationale d'intelligence artificielle et des mégadonnées, est une occasion supplémentaire pour faire des contributions afin qu'il reflète à travers son plan d'action, ses projets et les cas d'usage, le Bénin numérique que nous voulons révéler à nous-mêmes et au monde. À travers panels, démonstrations et débats portant sur des thématiques précises, les participants vont aborder entre autres les préoccupations liées aux réalités virtuelles et applications potentielles pour le Bénin, le e-agriculture, les forces et faiblesses des startups béninoises. Et donc, c'est le lieu indiqué pour réfléchir ensemble sur ces thématiques et sur le rôle que nous devons de jouer individuellement afin que nous puissions offrir aux populations, aux entreprises, dans tous les secteurs d'activité, une offre de services adaptée tout en leur permettant de créer de la valeur
et bien entendu de booster notre économie. Les besoins des entreprises du secteur du numérique, de l'innovation, de l'intelligence artificielle ne sont pas les besoins des autres catégories ou des autres secteurs d'entreprises dans le pays. Donc, il faut que nous ayons un large spectre d'accompagnement, de prise en charge qui puisse couvrir de la nano-entreprise jusqu'à la moyenne entreprise. Senia, les bases de la toute première édition sont ainsi jetées. Au bout de ces 3 jours de révélation des talents de l'entrepreneuriat numérique, le Bénin sera sans doute en mesure d'avoir les arguments nécessaires pour une adoption rapide de la stratégie nationale relative à l'intelligence artificielle et aux mégadonnées. Et aux mégadonnées. Ariane Da Silva, un salon dédié à l'entrepreneuriat numérique et à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu en penses? J'aurais voulu participer à ce salon. Oh là là! Oui, j'aurais voulu participer à ce salon. Ça m'aurait peut-être permis de découvrir pas mal de choses que je ne maîtrisais pas en ce qui concerne l'écosystème numérique du Bénin. Et je pense que c'est à l'actif du Bénin, que ce soit la première édition, parce qu'on voit de ces salons-là, de ces initiatives-là dans d'autres pays Vivatech, et tout. Donc que ce soit autour du Bénin d'organiser un tel salon, je pense que c'est à notre actif. Merci Ariane Da Silva. J'aime quand tu parles de ce secteur avec passion. Avec passion. Alors, Monsieur Tingbe Azalou, vous êtes chercheur agronome. Êtes-vous souvent amené à associer dans vos recherches l'intelligence artificielle? Oui, aujourd'hui, nous y sommes obligés. Comme on le dit souvent, la génétique et la biotechnologie, par exemple, sont le futur de l'agronomie. Aujourd'hui, le numérique est le futur, en fait, de tout développement. Aujourd'hui, nous sommes obligés parce que, par exemple, pour les problèmes liés aux maladies de plantes, nous sommes obligés aujourd'hui de dessiner, de faire des photos des symptômes de ces maladies-là qu'on met sur des tablettes et qu'on remet aux producteurs. Et ça permet, en fait, à nos paysans, à nos producteurs de savoir si je trouve telle couleur sur une feuille de telle espèce, ça veut dire que la plante souffre de telle maladie. Et le producteur commence par nous alerter pour que le monde scientifique puisse déjà commencer par apporter des solutions. Donc, comme vous le voyez, je pense qu'aucun domaine n'échappera à la technologie, à l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment important. Je trouve que c'est une belle initiative. Et Senia, vous parlez de Senia, là? Exactement. C'est une belle initiative et je pense que le Bénin, et surtout le gouvernement, a compris très tôt qu'il fallait en même temps rentrer dans cette danse pour ne pas être dépassé. Parce que je le dis, la manière dont je vois le numérique, ceux qui ne vont pas réellement prendre le pas aujourd'hui se verront dépassés par les événements plus tard. C'est clair. Oui. Et à terme, il s'agit d'adopter, je le disais dans la chute de l'élément que vous avez suivi, une stratégie nationale relative à l'intelligence artificielle au Bénin. Pensez-vous, après quand même toutes ces années d'innovation dans le secteur du numérique au Bénin justement, est-ce que le Bénin est réellement prêt à adopter une stratégie nationale relative à l'intelligence artificielle? Oui, je pense que le Bénin s'apprête depuis 2016. Et déjà, quand on voit la stratégie du gouvernement, du président Talon, on voit qu'il s'est beaucoup plus encore focalisé sur le secteur numérique. Et surtout, la dame qu'il a placée au niveau de ce ministère. La ministre du numérique. Voilà, la ministre du numérique. Madame Aurélie Adamsoulé-Zoumarou. Elle fait un excellent travail depuis 2016. Et aujourd'hui, au niveau de la digitalisation, beaucoup de choses avancent. Le Bénin est réellement rentré aujourd'hui dans une nouvelle ère. Et je pense que cette décision de l'État de basculer véritablement le Bénin dans le domaine numérique, je pense que le Bénin a les capacités de le faire et la ministre qui est là a également les capacités de le faire et je pense que tous ensemble il faut que nous accompagnions et que nous autres qui ne sommes pas encore spécialistes du domaine du numérique, il faut que nous puissions également renforcer nos capacités dans ce domaine pour chaque fois en réalité être à l'actualité et faciliter le développement. Tout à fait. Et lors de ce salon, il y a eu aussi des expositions de tout ce qui est innovation, tout ce qui est talent béninois dans le domaine de l'intelligence artificielle. On a vu des start-up béninoises avec des innovations, mais pas possible. On n'aurait jamais pensé même d'ailleurs que cela existe au Bénin. Ariane Da Silva. Oui, et c'est pour ça qu'il est temps en fait de remercier Rebecca Kendian. Parce que Rebecca, de temps en temps, nous fait
découvrir telle start-up et tout ça nous permet quand même d'avoir des informations, de savoir que dans notre pays, il y a de ces start-up qui s'investissent dans tel ou tel domaine, qui apportent des solutions innovantes à des problèmes que nous avons et dans sur tous les place. secteurs, Donc, et dans tous les secteurs, justement. La santé. Génétique, la technologie. Exactement, tous les secteurs, et il faut comprendre quand même que les jeunes, en tout cas, on a remarqué que l'écosystème du numérique au Bénin aujourd'hui regorge de beaucoup de talents, des jeunes béninois qui innovent, des jeunes très, très inspirés. Et vous voyez, moi j'ai vu tellement de choses la dernière fois. En tout cas, on aura le temps de. Je pense que c'est aussi parce que l'environnement est favorable. Exactement. C'est parce qu'on leur offre en fait cet environnement-là pour pouvoir. Il y a aujourd'hui l'accompagnement. Il y a aujourd'hui beaucoup de communication autour du numérique parce qu'il y a d'ailleurs, un ministère dédié à ce secteur-là. En tout cas, merci pour vos apports. C'était bien d'avoir vos avis, des avis extérieurs parce que, bon, vous voyez, quand vous êtes là dedans, là, vous voyez, non. Bon, c'est arrivé là. Alors, Ariane Da Silva, c'est le moment de parler de notre référence de la semaine. Ariane Da Silva. C'est qui notre Ariane référence? Da Silva. Elle a cette manière d'appeler le nom. Non, mais franchement, en fait, c'est si simple à dire, tu vois, Ariane Da Silva. C'est élégant. C'est élégant, il faut le dire. Alors, c'est qui notre référence? Alors, notre référence d'aujourd'hui, c'est Takdir Salami. Takdir Salami, il est banquier, il travaille dans une banque de la place, et je suppose qu'il mais il est styliste. Vous en pensez quoi, vous? Il est banquier et il est styliste. Il est styliste. Oui. Je dirais qu'il ressemble à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il est multi-potentiel. Et voilà. Donc ça vous rejoint un peu. Donc, mais en même temps, je te dirais que ça se comprend puisqu'on sait que les banquiers... Bon, il est styliste quoi? De quelle catégorie? Puisqu'on sait que les banquiers souvent sont bien stylés. On va l'écouter, on revient sur le plateau et puis on va débriefer, si je peux m'exprimer. Ok, on y va. On découvre. Je dis toujours aux gens qu'il y a un lien entre la couture et la banque. Ce sont les costumes. Vous voyez, donc du coup, moi, depuis tout petit, j'étais très passionné par les costumes. J'aimais ça, j'aimais m'habiller tout le temps en costume. De sorte, même quand j'étais à la maison, je prenais, comment on appelle ça, des pyjamas que je transformais en costumes pour me promener, pour faire des costumes à la maison. Donc du coup, si j'ai toujours voulu travailler à la banque, c'est parce que je voulais porter des costumes. Et quand j'ai commencé à travailler à la banque, je faisais coudre mes costumes, pas des couturiers. Et j'avais des collègues qui me demandaient comment je faisais. Et je leur ai fait comprendre que moi, je faisais coudre mes costumes. Ils ne croyaient pas. Pour eux, c'est que c'était impossible qu'il y ait des gens qui puissent coudre des costumes ici. Alors je me suis dit, si les gens pensent qu'au Bénin, il y a des gens qui ne peuvent pas faire, ça veut dire que c'est un truc que je peux, pour laquelle je peux faire une promotion. Donc du coup, je me suis dit, ok, je vais me lancer. Et puis voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans le monde de la couture. Je me suis formé sur le tas. Au fur et à mesure de côtoyer les couturiers, j'ai commencé à apprendre plein de trucs. Et je vais moi-même sur Internet, je vais apprendre plein de trucs que je leur apprends à eux parce qu'eux, en fait, ils ont appris à coudre. Mais après, ils ne sont pas au courant de ce qui a évolué, de ce qui a changé. Et ça, c'est ce que moi, je leur apporte. Super difficile. Je me dis que quand on est jeune et tout, quand on a un certain âge, franchement, on n'a pas vraiment le temps pour se reposer. Le temps pour se reposer, il viendra après. Mais pour le moment, franchement, je pouvais donner tout le temps que j'ai pour préparer mon avenir, en fait. Et c'est vrai qu'à la base, au début, quand j'ai commencé, j'avais pas de bureau. Mes clients, j'allais soit chez les clients, soit je trouvais un endroit où je les recevais et tout. Donc, du coup... je sais pas si je vais dire 0 francs parce que à la base j'avais quand même un téléphone portable qui me permettait de prendre de belles photos. Il fallait activer internet, faire de la pub et tout, donc c'est pas 0 francs, mais quand même on peut dire qu'on peut partir de rien, mais pas 0 francs, mais partir de rien quand même pour arriver au sommet, c'est possible. Ça viendra peut-être, je ne sais pas, ça dépendra du temps que ça me demandera plus tard. Aujourd'hui, j'arrive à gérer les deux. Mais je suis sûr que dans quelques années, puisque au fur et à mesure que les années passent, je pense que l'entreprise s'agrandit. Donc je pense qu'au moment où ça me demandera plus de temps, il faudra forcément faire un choix. Une chose est sûre, c'est déjà il faut
il faut surtout aimer ce qu'on fait. Parce qu'en fait, si vous n'aimez pas, quand vous avez des difficultés, vous avez envie d'abandonner. Mais quand on aime, quoi que ce soit la difficulté, on essaie toujours de trouver une solution. Donc, franchement, c'est la persévérance, c'est ce que je dirais, c'est tout de persévérer, quoi que soient les difficultés. Parce que je vous avoue, je ne vais pas vous mentir, parfois au boulot, je suis parfois distrait, peut-être parce que voilà, il y a une commande que je dois livrer, attendre, qui n'est pas faite et tout, donc il faut que j'appelle tout le temps pour savoir à quel niveau ils sont. Mais bon, après, j'essaie quand même de tout faire pour gagner le meilleur équilibre, que ce soit au boulot, que ce soit ici, pour que voilà, tout puisse bien se passer. Ah, mais franchement, il a encouragé à féliciter Ariane Da Silva. C'est pas facile. Être banquier, et déjà qu'on sait que c'est de 8h à 21h au moins. Oui, en fait, c'est de 6 heures. Parce de 6 heures. J'ai fait quelques mois dans ce domaine. Oui, en tant que stagiaire, il y a quelques années. C'est d'abord très stressant de travailler dans une banque. C'est de 6 heures d'abord. Vous devez être là au plus tard à 7 heures, sinon 6h30. Et vous devez ouvrir l'agence bancaire au plus tard à 8 heures. Vous fermez à 17h. À 17h, le compte commence. Donc, les agents commencent à travailler jusqu'à au moins 21h. Wow. Et associer ça de 6h à 21h avec sa passion qui est de coudre, d'abord, moi, je le félicite. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et son exemple nous montre aussi qu'aujourd'hui, il faudrait que les parents d'aujourd'hui, nous puissions réfléchir à ce que dans l'éducation, on oriente l'éducation des enfants vers réellement leur capacité, leur passion, leur talent. Il faut leur permettre de découvrir leur talent et les orienter dans ce sens. Comme il a dit, quand vous aimez ce que vous faites et que vous faites ce que vous aimez, vous n'avez pas de difficultés. Même s'il y a des difficultés, vous les surmontez assez facilement. Donc c'est un bel exemple pour toute la jeune génération de parents et aussi de célibataires. Alors je reviens sur ce mot-là. Ce verbe-là, orienter les enfants vers leur passion. Mais imaginez, c'est vrai qu'on voit, il y a des enfants qui te diront moi, ma passion, c'est être couturier, c'est être coiffeuse, c'est être quoi encore? Mécanicien. Et puis tout de suite, tout de suite le père ou le parent, en fait, ne voit pas que derrière, on peut même étudier. Et toujours dans ce domaine-là, on se dit en même temps non, tu ne peux pas aller faire ça parce qu'on voit tout le temps que ceux qui sont dans cette catégorie-là, ce n'est pas des gens qui ont forcément étudié, donc je ne veux pas, mon enfant ne peut pas faire ci. Vous dites quoi à ces parents-là, rapidement, avant qu'on ne revienne sur la référence du jour? Oui, rapidement, il faut que les parents sachent qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, ceux qui sont couturiers, coiffeuses, etc., ne sont pas que ceux qu'on voit dans nos rues. Il y a des couturiers de grande classe, comme Yves Saint Laurent par exemple, qui est on ne va pas appeler de marque. Voilà, oui. Ok, d'accord. En tout cas, il y a de grands couturiers qu'on connaît dans le monde aujourd'hui. Il faudrait aujourd'hui que nous puissions dépasser en fait ces modèles de pensée qu'on a eu depuis un certain moment, je vais dire carrément depuis la période de colonisation, pour qu'on comprenne aujourd'hui que c'est en orientant les enfants vers en réalité leur passion qu'on leur permet de créer des entreprises, de créer des emplois pour la société. Moi, j'ai dit, pour la petite histoire, moi, j'ai conseillé à un parent un jour d'orienter son enfant, ses enfants en tout cas, avec des métiers d'avenir et tout. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il dit, toi, tu as fini. Donc, c'est normal que tu estimes maintenant que les autres, toi, tu ne veux pas que les autres fassent c'est pas ça. En fait, toi, tu as fini, justement, tu as fait ce cursus-là. Tu as de l'expérience, tu as vu les réalités du terrain et tu trouves que tu ne souhaites pas forcément que tes frères et sœurs ou bien tes cousins, des jeunes comme toi suivent le même chemin. Mais on pense que c'est parce que toi, tu as réussi, tu ne veux pas que les autres aussi. Non, mais c'est pas ça. Ce que disait monsieur Azalou-Tingue me rappelle quelque chose, une référence que nous avons reçue ici, qui a fait les ressources humaines et qui aujourd'hui se consacre entièrement à la meunerie. Si, je m'en souviens. C'est-à-dire, il est devenu meunier, mais meunier intellectuel. Et parce qu'il a étudié, parce qu'il a une certaine expérience, il a mis cette expérience-là au service de son activité. Et aujourd'hui, c'est free. Il développe bien son activité, il ne se plaint pas. Il faut faire comprendre aux parents que les enfants peuvent s'adonner à leur passion et parallèlement continuer les études.
ils peuvent le faire. Et c'est même ça l'idéal. Parce que pour moi, l'école nous permet juste de nous donner, enfin d'avoir les capacités de nous débrouiller dans la vie. Et donc, si vous alliez les capacités intellectuelles qu'on reçoit à l'école avec d'autres capacités techniques que vous développez dans votre passion, ça vous permet à la fin de vos diplômes de ne plus errer, de ne plus rester là à courir chercher de l'emploi. Vous allez rapidement vers l'autre métier qui est votre passion. Et ça me fait également penser à ce truc-là qu'on avait à l'école, je ne sais plus, 4e, 3e, moi je l'ai vécu, où on nous demandait, c'était un peu comme, comment on appelle, économie familiale qu'on faisait au primaire, mais c'est une nouvelle forme en fait, où on vous demandait de vous inscrire, soit en couture, si c'est dans le jardin, vous avez envie d'aller, vous y allez. Aujourd'hui, par exemple, quand moi j'ai, je ne sais pas, ma robe peut-être, je ne sais pas, il y a le fil qui... voilà. J'arrive rapidement à rafistoler ça et je ne perds pas le temps. Je ne demande pas forcément l'avis ou je ne vais forcément pas vers un expert pour régler de petits problèmes à la maison. Donc, je pense que... Je ne sais plus si ça existe aujourd'hui. Si c'est le cas, c'est bien, mais si ce n'est pas le cas, je pense que c'est des choses qu'il faut ramener. Ça peut donner des idées aux enfants, ça peut les orienter, ça peut donner des astuces et tout, quoi. C'est pas inutile. Et surtout que nous sommes dans la période de vacances actuellement, il faut que les parents comprennent qu'ils doivent aider les enfants pour la pratique. Parce que je conçois mal qu'un professeur de chimie ne maîtrise pas les principes de saponification et il est lui-même obligé d'aller payer du savon qui vient d'ailleurs. Ce n'est pas normal. Je ne conçois pas qu'un professeur de physique, d'accord, qui maîtrise tout ce qui est court-circuit, quand il a un problème électrique à la maison, il fait appel à un électricien. Ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas. Ce sont 7 ans. Pour être en mesure de régler son problème. Donc, et c'est en cela qu'on le veuille ou non, les Blancs sont en avance sur eux. Ils font tellement de bricolage. Aujourd'hui, vous avez des gens qui fabriquent eux-mêmes leurs parfums, qui fabriquent eux-mêmes le savon, comme vous dites, qui fabriquent eux-mêmes de petits trucs. Qui construisent même leur maison. Oui, qui construisent leur maison. Donc c'est comme ça. Ça veut dire que c'est pas impossible. Surtout dans ces périodes de vacances, il faut amener les enfants à ces activités pratiques pour que demain ils soient indépendants réellement, comme on le dit, pour le bonheur de la société. Parce qu'on a trop dépendu. En fait, nous sommes trop dépendants des autres. Et c'est trop. Nous sommes en 2022. Il est temps de renverser les choses. Mais je pense que les choses sont en train d'être changées de toutes les manières. On n'a pas forcément le choix. Il le faut. Et dans certains domaines, ces choses faites déjà. Alors, on revient maintenant sur Takdi, c'est bien ça. Takdi, Salami, qu'on encourage vivement parce que je suppose que c'est pas facile, n'est-ce pas? Parce que pour l'avoir même, vous avez dû tourner certainement un week-end. Oui, on a tourné un week-end pour pouvoir l'enregistrer parce que c'est justement les week-ends qu'il met à profit pour pouvoir gérer en fait son entreprise. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas du tout évident. En tout cas, on l'encourage vivement. Hein. Félicitations et du courage. Je réponds à sa place, merci. Sinon que j'avais regardé la caméra quand je disais, donc je me disais, il va voir. Il va voir. Mais tu vas lui dire. Il va voir, mais je lui dirai. D'accord, c'est gentil. Alors place maintenant à notre second invité de la journée. Je vais vous demander de mettre vos bottes. Direction le champ, ce sera avec Tadagbe Valère Rwansou. Tadagbe Valère Rwansou, bonjour. Bonjour madame, vous allez bien? Ça va très bien chez vous? Ça va très bien. Vous êtes fâché? Pourquoi? Ben, vous ne me souriez pas, c'est maintenant que vous avez souri. Oh non, même pas. Comment vous allez? J'espère que tout se passe bien. Oui, ça va. D'accord, ok. Alors aujourd'hui, nous parlons du poivre, mais surtout de comment fonctionne une poivrière. Exactement. C'est ça. Tout à fait. Déjà, quand on parle de poivrière, c'est un champ de poivre, une poivrière. D'accord, un champ de poivre, oui. Poivrière. Ouais. Poivre, c'est quoi? C'est une épice, ça fait partie des épices les plus chères au monde, qu'on ne présente plus au Bénin, qu'on appelle l'enlécon, voilà. Ok, donc dans ce cas, il y a différentes sortes de poivres, oui. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Alors avant même de développer tout ceci, oui. Je propose aux téléspectateurs aussi, à vous, hein, chers amis, de regarder cette vidéo. Le poivre génère de l'argent, oui, beaucoup. Nous sommes sur une ferme qui va générer d'ici 3 ans, potentiellement, 150 millions de francs CFA de chiffre d'affaires par an. Et supposons même que si on dépense 15 millions en main-d'œuvre et en entretien, vous voyez que le poivre, ça génère beaucoup.
Et ce n'est pas une spéculation agricole qui est périssable. Ça dure après la récolte 10 ans en stockage. Et c'est une épice cotée en bourse. Et le poivre peut être vendu sur l'internet, dans le e-commerce. Bienvenue dans comment fonctionne une ferme de poivre moderne. On y va. Alors, agriculteurs modernes, nous sommes ici dans la pré-pépinière ou dans la pépinière du poivre. Alors ici, c'est l'endroit qui abrite, c'est le bâtiment sacré qui abrite nos plantes de poivrier, nos plantules. Approche-toi. Ici, nous avons utilisé la technique de bambou. Au moment où les autres, c'est-à-dire les pays puissants dans la production du poivre, nous enseignent de mettre les boutures dans les pots et puis voilà de produire, il y a cette technique-là, filmée le long des bambous, qui permet, en l'espace de 5 mois, d'avoir 20 plantures de poivre contre un seul plant de poivre dans le cadre de l'agriculture conventionnelle. Donc, vous avez vu ici, voilà le bâtiment sacré qui produit d'abord les boutures de poivre. Et ici, vous voyez, c'est une serre en filet anti-UV. Le filet anti-UV nous permettra tout simplement de protéger notre pépinière contre les rayons ultraviolets du soleil. Alors, je me suis installé ici sur une remorque. Le rôle de notre remorque permettra au tracteur de transporter tout ce qu'il y a comme intrant sur la ferme, de transporter les récoltes et également de transporter voilà, la main-d'œuvre. Ici, nous avons une bâchée. La bâchée, son rôle, c'est quoi? Le rôle de la bâchée, c'est de permettre de transporter les produits de la ferme et également de transporter surtout le fumier de vache et aussi de transporter les ouvriers. Ici, nous avons un tracteur. Le tracteur Massey Ferguson. C'est une meilleure marque de tracteur. Vous n'avez pas besoin d'avoir le tracteur si vous démarrez fraîchement un projet. Approchez-vous. Ici, nous avons un poulailler qui nous permet de lever à la fois les pintades, qui nous permet de lever les dindonneaux, ainsi de suite. On va utiliser les fientes de ces dindonneaux-là pour réaliser la pépinière avec. Et les pintades nous permettent de manger, de choper les mauvaises herbes dans les poivrières. Venez voir, approchez la caméra. Vous avez vu? Voilà. Ici, nous avons le dortoir. Nous avons le dortoir pour le technicien qui vit aussi. Et nous avons un magasin de stockage des produits. D'accord? Et ici, c'est l'air de travail. Ici, ça nous permet de travailler, de faire les empotages, d'abriter les gens quand il pleut, ainsi de suite. C'est bon? Alors, ça nous permet aussi de stocker des produits, des intrants tels que le touteau de Nîmes. D'accord? Le touteau de Nîmes, qui est un intrant vraiment très fort utile dans la réussite d'une poivrière. C'est bon? Maintenant, on va au champ. Allons-y. Alors, pour vous montrer que c'est de l'agriculture biologique, derrière moi, vous avez un stockage de fumier de vache décomposé. Et c'est grâce à la bâchée et à notre remorque qu'on arrive à ramasser tous ces fumiers de vache. Approchez-vous. Alors, nous sommes au champ. Alors, nous sommes au champ, agriculteur moderne. Nous sommes au champ, voilà la partie qui va beaucoup plus vous intéresser. Achète. Ici, nous avons un poivrier qui a à peine 2 ans. Regardez le comportement du poivrier. On l'a d'abord rabaissé une première fois et c'est le rabaissement qui permet au poivrier de vite produire. Regardez ici, approchez la caméra. Vous avez ici de l'or noir qui commence à sortir, les fleurs. Quand le producteur voit ça, il est heureux. D'accord? Quand le producteur voit ça, il est heureux. Approchez-vous. Je vais vous montrer d'autres exemples. Alors, nous sommes en train de faire une expérimentation ici. Nous avons une partie qui n'est pas irriguée et nous avons une seconde partie qui est irriguée. C'est pour voir quoi? Quelle est l'influence
de l'eau sur la précocité de la floraison du poivrier et également l'influence de l'eau sur le rendement. On va voir si la partie B irriguée donne plus de tonnage que la partie A non irriguée. Donc vous avez un champ non irrigué et un champ irrigué. Approchez-vous. Vous avez vu, c'est plus visible maintenant. Les grains de poivre, les grappes ont commencé à sortir. Donc c'est plus visible que le poivre vraiment commence à donner. Donc plus il y a de fleurs, plus il y a de production. Et imaginez le comportement de cette plantation d'ici 3 ans. C'est une nouvelle plantation qui n'a pas encore 3 ans, qui commence à produire. Approchez-vous ici, vous allez voir. Filmez-moi tout le tronc de ce poivrier-là. Ça, c'est un poivrier modèle. Vous avez vu, le rabaissement lui a permis voilà, d'avoir des fleurs partout. Les fleurs sont partout. Approchez-vous ici. Alors, je vous signale, quand j'étais au Cameroun, j'ai vu une plantation, mais qui a des années, mais qui n'a pas assez de fleurs comme nos poivriers. Regardez. Regardez très bien. Donc, agriculture moderne, c'est un peu ça. Pour faire un hectare de poivre, il faut planifier dépenser 23 800 000 francs CFA par hectare sur ce 5 ans. Le poivre, comme vous venez de l'entendre, agriculture moderne, c'est 23 800 000 francs CFA d'investissement. Ce chiffre a été obtenu sur la base de 5 ans d'expérience, de calcul, mathématiques, agronomiques, physiques, sociaux et vraiment concret pour avoir ce chiffre-là. Donc, ça relie quoi? Ça veut dire que vous avez votre ferme, ça l'acquisition de la terre, vous avez la base vie, c'est-à-dire là où l'ouvrier va vivre, ça veut dire que vous avez les magasins de stockage, ça veut dire que vous avez le forage, ça veut dire que vous avez le forage, ça veut dire que vous avez clôturé toute la ferme avec des camps pêchés, ça veut dire que vous avez installé les tuteurs de poivriers qui sont les sabliers, ça veut dire que vous avez installé également agriculture moderne vos poivriers, ça veut dire que vous entretenez vos poivriers sur 5 ans et je crois que c'est très très abordable pour ce que le poivre devient après 5 ans. Quand on suit, il y a une chose qui est sûre, hein, quand on suit Talagwe Valais, vous avez tout de suite envie de déposer micro, caméra, tout, stylo et vous, je suppose, la veste et aller au champ, ouvrage, tout ça. Et aller au champ, c'est-à-dire qu'il explique avec une certaine facilité. Donc on comprend que c'est une passion réelle pour lui. Alors on a suivi un peu tout à l'heure, dans l'élément on a vu comment fonctionne une poivrière. Mais moi j'ai envie de savoir déjà quels sont les différents types de poivres que nous avons et qui sont cultivables déjà au Bénin. Alors déjà il faut savoir que nous avons plusieurs variétés de poivres à travers le monde. Et nous avons le poivre de Tahiti, nous avons le poivre de Cambodge, nous avons le poivre de Penja et nous sommes en train d'avoir le poivre du Bénin, ou bien le poivre de Haïta, qui est le poivre du Bénin. Alors déjà, il y a des gens qui identifient les poivres à partir de la couleur des grains qu'on a. C'est erroné. En fait, c'est le même type de poivre. Le type de poivre, le type de couleur qu'on a avec le poivre dépend du processus suivi au cours de la transformation. Par exemple, vous allez avoir le poivre noir. Si vous l'échaudez le poivre à l'eau pendant 2 secondes, 3 secondes à 100 degrés Celsius, ça vous donne le poivre noir. Vous allez avoir le poivre blanc. Si vous trempez ces graines de poivre matures dans de l'eau et après vous triturez, vous avez du poivre blanc. Vous allez avoir le poivre rouge. Si vous essayez de sécher directement les poivres venus à maturité, il y a plusieurs sortes de poivres. Il y a les saumures de poivre, il y a énormément de poivre. Poivre rouge, là, est-ce que c'est pas fio, ce qu'on mange là, fio? Non, c'est pas fio. Ça, c'est c'est dans la catégorie de poivre ou pas? Non, ça c'est le cyperus. C'est comme des bulbes, c'est comme les bulbes. C'est une mauvaise herbe, mais qui est comestible, dont la bulbe est comestible. On appelle ça Cyperus esculentus, si je ne me trompe pas. Il y a aussi le Aphiobe qui est Cyperus rotundus, qui est un adventice redoutable dans les champs de maïs. Voilà. Donc ça c'est les Cyperus. Le poivre, c'est une liane. D'accord. Oui. Alors quels sont les bienfaits du poivre sur la santé? Faut cultiver. Est-ce que vous avez cherché à savoir quels sont ses bienfaits? Je sais par contre qu'on ne doit pas consommer excessivement. Les médecins refusent. Est-ce que vous avez toutes ces informations-là ou bien quel est votre avis là-dessus? C'est comme là, vous me demandez, on ne doit pas boire la bière.
Tout le monde sait que la bière, quand elle s'est en essai, en fait, l'essai en toute chose nuit. C'est comme le miel. Si vous exagérez avec le miel, ça vous rend malade. Exactement le poivre. Mais nous, à notre connaissance, jusqu'à la date d'aujourd'hui, le poivre, d'abord, les épices, ça permet de booster le système immunitaire. Ok? Et ça fait d'autres choses, ça lutte contre... Il y a par exemple des gens qui me disent que le poivre, ça donne l'hypertension, c'est faux. Ça dépend de l'usage que vous en faites. Même les médicaments. Quand vous exagérez avec les médicaments, et puis vous avez vraiment les mauvais côtés des médicaments. Donc je suis contre ces gens-là qui détruisent le poivre. La plus belle preuve, les personnes qui consomment plus de poivre, ce sont les Européens. Et voilà, et on ne peut pas faire de barbecue sans poivre. Les meilleurs restaurants, c'est les moulins à poivre. On tourne le poivre. Si c'était aussi néfaste pour la santé de l'homme, on ne va pas l'utiliser dans les grands restaurants. Je ne dis pas dans les fast-food, hein. Les grands restaurants. D'accord. Alors, sa culture nécessite combien de temps? La culture de poivre nécessite biologiquement 3 ans et économiquement 5 ans. Pourquoi je dis biologiquement 3 ans? Parce que le poivre donne les tout premiers fruits, les premières graines de poivre à partir de 3 ans. Mais pour avoir une production économiquement rentable, il faut attendre 5 ans. À avoir les 3 tonnes de poivre à l'hectare. D'accord. Voilà. Avec la poivre, il faut être patient. Oui, il faut être patient. C'est comme le palmier à huile. D'accord. Oui. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que dans le stade d'évolution, quand on quitte la floraison pour la fructification, est-ce qu'il y a une typologie de couleurs? Les premiers fruits qui sortent, en tout cas les fruits immatures, ils sont de quelle couleur? Ainsi de suite, jusqu'aux fruits totalement matures et mûrs. Parfait, c'est une très belle question. Déjà, le poivre, quand on a les fleurs sont blanches. Ok? Et quand le poivre est immature, il est vert. Les graines sont vertes. Après, ça devient jaune, orangé. Et après, ça devient complètement orange. Et quand le poivre est complètement orange, ça veut dire que le poivre est venu à maturité. Et bien mûr, c'est ce type de poivre qu'on utilise pour faire le poivre blanc. D'accord. D'accord? Et on utilise le poivre vert pour faire le poivre noir. D'accord. Voilà. Aussi, vous avez parlé de 3 tonnes par hectare. Oui. Bon, une chose est sûre, ça dépend des conditions agroécologiques du milieu. Quelles sont les conditions les plus optimales? Type de sol, pH du sol, température ambiante, hygrométrie et autres. Est-ce que vous avez pu recenser? Je ne sais pas. Très bien. Ça, vous venez maintenant dans mon plat de résistance. Parle au spécialiste. Non, ça, j'aime ça. Il vient dans mon plat de résistance maintenant. Alors, déjà... le poivre, c'est une culture de sous-bois. Donc, à une température douce, 24-25 degrés Celsius, c'est vraiment adapté pour la production du poivre. Un sol sableux, argileux, meuble riche, drainant et aéré. Ok. Et il faut un tuteur. C'est ça même le point le plus essentiel. Il faut obligatoirement un tuteur pour avoir des grappes. S'il n'y a pas de tuteur, il n'y a pas de production de poivre. Parce que le poivre doit longer un arbre, que ce soit un tuteur vivant ou mort. Je reviendrai sur cette émission pour parler d'un autre type de poivre qui se produit sur du tuteur mort. Les arbres morts et non les arbres vivants. On en parlera. Le pH doit être neutre. On en parlera. Oui, légèrement acide. Pas acide, d'accord. Légèrement. Un peu acide. On va approfondir, ne vous inquiétez pas, je vais inviter monsieur... Ça me fera beaucoup plaisir. Parce que je vois que c'est son élément aussi. Sinon, je vais vous laisser l'émission, je vais introduire, vous allez me permettre au moins d'introduire, je vais rester en retrait et vous allez discuter entre vous. Alors pour finir rapidement avec vous, quelles sont les astuces clés pour réussir la culture du poivre? Avant ça, si tu le permets, est-ce que tout le monde peut le faire? Tout le monde peut faire le poivre. D'accord. Du moment où on a la possibilité d'avoir le tuteur, vous n'avez pas besoin d'aller à 1 hectare, à 10 hectares. Même avec 500 mètres carrés. On dit que le truc, ça consomme 25 millions sur 1 hectare pendant 5 ans. Ça veut dire que si j'ai un petit budget avec 2 millions, quand même, on peut dépenser 2 millions sur 5 ans ici. Donc 2 millions sur 5 ans, je me fais, c'est pas 1000 mètres carrés, je me fais 500 mètres carrés ou je me fais 10 mètres carrés pour expérimenter. Donc tout le monde peut le faire. On peut l'avoir chez soi à la maison. D'accord. Nous, ce qu'on veut faire du Bénin, c'est que d'ici 5 ans, tous les Béninois doivent consommer le poivre béninois. Et pour ce faire, il faut déjà montrer à nos politiques que nous avons la possibilité de nous assurer en matière de production de poivre et d'assurer le besoin national qui n'est que de 500 tonnes de poivre par an. Si on considère que 5 millions de Béninois consomment le poivre et 100 grammes de poivre par 5 millions de Béninois. D'accord. Voilà. Alors vous répondez rapidement à ma question, les astuces clés pour réussir la culture du poivre. Quelques astuces très rapidement parce que là, il est l'heure. Et d'abord, il faut la rigueur parce que c'est une culture très exigeante. Il faut
avoir un tuteur vivant, il faut avoir surtout le fumier de vache. Et il ne faut pas planter le poivre. Si vous n'avez pas un système d'irrigation, ne le plantez pas en saison sèche. Plantez en saison de pluie et vraiment ne saclez pas pendant la saison sèche. C'est pas une culture comme les autres. D'ailleurs, on dit, oh, le champ est enherbé, je vais venir sacler les mauvaises herbes. Si vous fauchez les mauvaises herbes... Fauchez aussi le poivre, c'est ça? Bon, vous fauchez la vie du poivre parce que les mauvaises herbes constituent en ce moment-là un tapis végétal qui conserve l'humidité au collet des racines. D'accord. Le microclimat. Et si vous n'avez pas de système d'irrigation goutte à goutte, c'est une bêtise de sacler un champ de poivre pendant la saison sèche. Mais là, ça peut être inquiétant. Parce que si je dois laisser les mauvaises herbes pousser, si par exemple je plante ça chez moi, je dois laisser des mauvaises herbes, je ne sais pas, pousser, est-ce que ça ne constitue pas des risques pour moi-même? Peut-être, je ne sais pas. Très belle question. Chez vous, vous avez de l'eau en abondance. Vous avez de l'eau en permanence au collet des racines de vos poivriers. On est en grand champ, on parle de 10 hectares de poivre. On parle de 5 hectares de poivre. 50 000 mètres carrés, c'est pas 5 mètres carrés. Donc, pour conserver l'eau au collet des racines, il faut laisser les mauvaises herbes, ou bien il faut les faucher légèrement. Il ne faut pas les sacler. Attention. Oui. Non, personnellement, je voulais dire... très rapidement. Je préfère toujours l'expression adventiste que mauvaise herbe. Oui, parce que, bon, en réalité, aucune herbe n'est mauvaise. Soit du point de vue thérapeutique ou bien... Ça dépend des circonstances. Voilà. Se rencontrent. Donc, adventiste... Moi, mais là, je sais pourquoi. Bon, c'est bon. Vous allez vous retrouver après, tout à l'heure. Vous allez c'est le match. Voilà. Merci beaucoup, Valère Tadagbe Wansou. Toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau parce qu'avec vous, on apprend toujours et on a toujours envie de vous suivre. Suivez-moi seulement. Dans vos pas. Ariane Da Silva, c'est vrai que je vais te libérer. Tu n'as pas le choix. J'ai pas envie de te libérer, mais je sais que tu as d'autres obligations qui t'appellent. Donc, merci. Merci à tout toi à l'heure. Ok, bye bye. Et notre tout dernier invité de ce jour va prendre justement ta place, va occuper ta place sur le rendez-vous de midi. La place royale. La place royale, voilà. C'est pas pour rien, je veux l'installer là. Voilà. Alors son nom, Pago Berra, on l'installe, c'est un artiste. Il s'appelle Nyanho Espedi à l'état civil, alias Pago Berra. Bonjour. Bonjour, Madame Rebecca. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Je vous permets de saluer mes amis là et je vais vous poser la toute première question. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, bienvenue. Monsieur Valère Taragbe. Monsieur Valère Taragbe. Monsieur Tingbe Azalou. Monsieur Azalou Tingbe. Voilà. Merci. Alors, pourquoi d'abord ce pseudo? Le nom c'est Nyanho Espedi, c'est bien ça? C'est bien ça. Et ensuite Pago Berra, je ne le vois même pas. J'essaie de voir si entre-temps il y a eu de... Ok. Je ne le vois pas. C'est un pseudo choisi. C'est un pseudo choisi, choisi par les amis de bas âge quand j'étais au cours secondaire. D'accord. Quand j'étais au cours secondaire, c'est... Pourquoi c'était dû à un fait en particulier? Dû à un fait, bon, vous voyez, bon, quand on fait des interrogations de classe, quand on fait des devoirs et qu'on n'a pas travaillé, ça n'a pas... Cela ne marque pas la fin de la vie. Non. Donc, malgré les situations difficiles que je vivais, je suis toujours dans la joie. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite, parce que quelle que soit la situation, de toutes les manières, c'est pas votre mauvaise humeur qui va régler ou changer les circonstances. C'est de là que les amis m'ont dit, malgré tout, toi, tu es toujours dans le Pago. Donc désormais, on va t'appeler Pago. Ah, je vois. Donc le Pago, c'est quoi? C'est la joie. Oui, la joie. Oui, la fiesta. Et nous, le Pago, mais tout le temps. C'est vrai qu'on entend ces expressions-là en fond. Ok, je vois. Maintenant, je comprends mieux. Okay, alors, vous avez débuté votre carrière depuis 2001. C'est bien ça? Oui, depuis 2001. 2001, donc là, ça fait 21 ans de carrière. Oui, 21 ans. Oh là là. En tout cas, pour mieux vous découvrir, je propose aux amis et aux téléspectateurs de regarder ce clip. Adivi fun la gba ma va ko mi kone ma jolo mi ma jene ma se ma jolo na inu bana wa so ma jolo bona di fo
Au début, votre rêve avait toujours été de faire du rythme traditionnel Toba Ranyé, mais plus tard, en 2016, vous avez plutôt opté pour le rythme Tolomba, je prononce bien. Tolomba. Tolomba, Oui. voilà, qui est la fusion de Toba et le Lomba d'Angoni, d'où le nom Tolomba. C'est bien ça? C'est bien ça. Tolomba. Tolomba. Parlez-nous un peu de ce rythme. D'abord, pour commencer, je fais un grand coucou avec respect à mon très cher papa Gbema Omede. Ah oui. Mon très cher papa Gbema Omede. Non, c'est mon père, en tout cas, c'est mon père. Okay. Même si ce n'est pas mon père biologique, il est d'Agoni. Et c'est lui qui faisait le Lomba. Vous voyez, le Lomba qui est un rythme d'Agoni. Et le Toba Ranyé qui est un rythme de Mahi en général et en particulier de Mahi Monceau. Vous voyez, Savalou, Papa Gagnon, Papa Aledo, Bézé, Haïtien qui font le Toba. Vous voyez. Donc c'était le Toba que je faisais. Mais d'abord, depuis le bas âge, j'ai commencé avec la comédie, petit truc là, ballet, groupe de ballet. Mais quand j'ai commencé le Toba, j'ai vu que beaucoup ne s'intéressent pas, surtout dans le rang de la jeunesse. Vous voyez, dans la ville, quand je suis venu à Cotonou, j'ai vu que ça ne les intéresse pas trop. Seuls ceux qui sont de notre localité, de Mahi, s'y retrouvent. Donc j'ai dit, voilà que je ne peux pas laisser ce qui est pour moi et commencer par faire pour d'autres. D'où j'ai imaginé faire la fusion de Toba Ranyé que je faisais avec le Lomba qui est d'Agoni. Je suis originaire d'Agoni, donc j'ai mis les deux ensemble, j'ai ajouté un peu d'instruments de musique. D'où vient le nom Tolomba. Tolomba, vous avez déjà entendu une fois le nom de ce rythme-là, vous avez déjà, ou bien peut-être vous avez suivi sans pour autant savoir que c'est Tolomba. Oui, je n'avais pas fait attention. En génétique, on dira qu'il a fait une hybridation. Ah oui, hybridation. Félicitations. C'est une innovation. En tout cas, c'est la première fois que j'entends parler. Tolomba, moi aussi. Mais je vois ce rythme souvent. Oui. Ah, donc vous voyez souvent. D'accord. Des rythmes comme ça, de musique de ce genre. On dirait qu'il n'est pas le seul. Ah, ok. Est-ce que vous êtes le seul justement pour répondre à sa question? Je ne peux pas dire que je suis le seul parce qu'il y a aussi des frères qui ont commencé par m'accompagner. Il y a aussi des frères qui ont commencé par m'accompagner. D'autres le font et disent Toba modernisé. D'autres le disent comme ça. Mais pour moi, c'est Tolomba. Tolomba. Oui. Parce que vous allez entendre les tam-tams de Toba et autres là. Et pour le Lomba aussi. Vous voyez. Donc c'est un peu ça. Il y a aussi des frères qui me suivent et qui le font avec moi. D'accord. Ça donne un bon rythme quand même, j'ai apprécié. Oui, ça donne avec la possibilité de faire passer quand même des messages intéressants pour la société. Je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai suivi quelques-uns de vos clips et j'ai compris que vous allez toujours en fond. Pourquoi? C'est un choix délibéré et si tel est le cas, est-ce que vous ne pensez pas que cela vous limite aussi, votre cible? C'est vrai que je fais chaque fois la promotion de ma langue, Mahi, c'est vrai. Mais vous voyez, il faut commencer par quelque part. Il faut commencer par quelque part pour aller. Ce n'est pas que je me limite seulement en fond Mahi. Non, je peux encore faire mieux. Je peux encore faire mieux en chantant dans d'autres langues. Vous voyez. D'accord. Donc pour le moment, en tout cas, vous avez choisi le Mahi. Pour le moment, j'ai choisi le Mahi. D'accord. Ce sont des rythmes Mahi que je valorise. C'est un peu ça. On avait suivi tout à l'heure, le clip qu'on a suivi tout à l'heure, c'était quel titre? Le titre, c'est Nawanukaka. Nawanukaka pour dire en français. Pour dire en français, je vais toujours me battre. Je vais toujours me battre. D'accord, toujours me battre, oui. Aujourd'hui, on ne parle que de courage ici. Depuis mon introduction, je parlais du courage, la persévérance. Monsieur Tingbe Azalou l'a dit, Monsieur Talagbe aussi, il l'a dit dans sa description. Donc, vous venez encore confirmer. En tout cas, aujourd'hui, le mot, c'est courage, tout simplement. On retourne du côté de la régie très rapidement pour suivre encore un court extrait d'un autre morceau. Pagobera. Oui. L'eau sert à se laver. L'argent rend propre. À quoi? Il est bon d'en avoir.
L'argent, 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 akwe, l'argent, 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 nando, na hukambudu. Wele marasito mahimenge. Nando, na hukambudu. Wele marasito mahimenge. Nando, na hukambudu. Wele marasito mahimenge. C'est Déthié pour dire écoute ma prière. Bien sûr. Pourquoi ce morceau? Pourquoi composer ce titre-là? Donc j'ai toujours prié le Père Tout-Puissant d'écouter ma prière parce que dans la chanson, j'ai dit que à quoi sans l'argent, l'homme ne peut rien, sincèrement. Et si tu n'as pas le peu qui peut te permettre de survivre, ça veut dire que tu auras beaucoup de problèmes dans ta vie. C'est pourquoi j'ai prié le Père d'écouter ma prière pour que je puisse au moins avoir le peu pour survivre moi et ma famille, mes amis et mon entourage. Donc c'est d'où le nom, le titre c'est Déthié. D'accord. En tout cas, moi je ne vais pas vous... c'est un plaisir pour moi de découvrir quand même Tolomba, ce rythme-là qui évolue au Bénin grâce à vous, justement. Donc je ne vais pas vous laisser partir sans acapella. Ça me ferait donner quelque chose, je ne sais pas, peut-être que vous avez déjà un projet, quelque chose qui n'est pas encore sorti, un de vos titres, ou bien un de vos titres à succès que vous avez bien envie de reprendre. Quelques secondes juste. D'accord, quelques secondes. Avant de commencer, je vais saluer au passage Da Alodéou. Da Alodéou qui nous a permis beaucoup de choses à Agoni, parce que grâce à lui, il y a quelque chose qui se prépare déjà. Il y a un groupe FAMA, Festival des artistes musiciens d'Agoni. Il a regroupé les artistes d'Agoni qui veulent évoluer vraiment. Et il est en train de nous pousser comme il le peut. Donc, il y a un nouveau son que j'ai sorti le 30 juin passé, du nom Le Courage. Le Courage. Le Courage. À Conquipant. Non, viens dans des magboy kaka. M'bé dans des magboy do bé fibonu. Wadi kunu yaya nous segbo. À Conquipant ouais djekagbe. Madi kunu yaya nous ma wo. Madi kunu yaya nous ma wo. Ma so di kunu yaya nous segbo. À Conquipant ouais djekagbe. Madi kunu yaya nous ma wo. We die no do di do bonodo. O mama suva boy. We die no do vo sa bonodo. Mama si fe bodone. Aswa we se na we boda bo kaledo aswa kunyo. Asiya we ma u na we bada ba kaledo asi fe kunyo. Vi anya ko do de made wa ka mo de bodo ekulenyo. Bo gbetu de gbele ba no do bonodo vo ton sa ipe o. Gbetu de yan la ba no do bonodo vo ton sa ipe o bo so inzan li pa ba kon. Fais ça inzan li pa bakon beto e jikwi o bo so inzan li pa bakon ye na wele din bo so inzan li pa bakon. Je confirme, merci beaucoup. Je confirme parce que oui, on se plaint de notre condition de vie actuelle et au moment où vous êtes en train de vous plaindre justement, il y a d'autres qui n'ont même pas ce que vous avez. Même la moitié. J'ai suivi un court extrait de je pense que c'était un mini-magazine qui a été diffusé sur les réseaux sociaux. Moi aussi j'ai vu. Vous avez vu où il y a un monsieur qui était dans un véhicule, voilà, et il disait j'aurais aimé acheter telle autre marque de véhicule. Oh non, je ne suis pas heureux. J'aurais aimé faire ci. Et quelqu'un d'autre qui vient et qui n'a même pas de véhicule et lui dit j'aurais aimé être comme vous, avoir un véhicule. La nouvelle voiture. La nouvelle voiture. Oui, la Rolls-Royce. Et lui, il se dit en même temps. Ouais. Ben, ça veut dire que je suis privilégié. Et lui-même, il va retrouver ainsi de suite. J'ai même suivi, à un moment donné, il y a quelqu'un même qui voulait prendre un bus. Et l'autre lui disait, mais toi, tu as même les moyens pour prendre le bus. Moi, j'en ai même pas. Pour dire quoi, quelle que soit ta condition actuelle, il ne faut jamais penser que tu es seul. Non. À être dans cette condition-là. Il ne faut jamais penser que tu vis déjà le pire. Non, quelqu'un d'autre vit pire. Et quelqu'un d'autre vit encore. C'est que lui, ça dit que la vie c'est comme ça. Tout simplement, il faut se contenter de ce qu'on a et espérer avoir mieux. Merci beaucoup. Et la persévérance. Oui, surtout. Moi, j'ajouterais de la gratitude envers Dieu pour ce qu'on a. Tout à fait. Parce qu'on a l'habitude d'oublier ce qu'on a, déjà, pour nous soucier de ce qu'on n'a pas. Ce qu'on n'a pas encore. Tout à fait, je suis bien d'accord. Alors, SPD, c'est non vous, Nyanko. C'est non nous. C'est non nous, Nyanko. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est
c'est un plaisir pour moi de vous avoir reçu sur ce plateau. Pour moi aussi, je suis content. Bien de choses à nos frères et sœurs d'Agoni. Vous connaissez mon collègue là, je sais qu'il y a plusieurs quand même à l'OETB de cette région-là. Vous connaissez Agbazaou, la famille Agbazaou? La famille Agbazaou, oui. Oui. J'ai un collègue, Lenaïk Agbazaou, vous le connaissez? Lenaïk Agbazaou, je le connais, lui ne me connaît pas. Mais vous le connaissez? C'est comme ça pour les journalistes, c'est comme ça. On nous connaît souvent, mais nous, c'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup. Valère Etadagbewansou, merci encore. Toujours un plaisir, je ne cesserai jamais de le dire. Et aujourd'hui, notre invité qui a commencé avec nous, et je suis sûre que désormais, on peut compter sur vous, Claude Azaloutine. Bien sûr, dès que l'agenda est bon, je passerai avec tout le plaisir qu'il faut, parce que j'en ai profité. Ça sera bon. Et voilà qui vient mettre un terme à ce numéro de votre émission. Le rendez-vous de midi, le prochain rendez-vous, c'est déjà demain à 12h. Bye bye, à bientôt.